For You Télévision, au sommaire de cette édition d'information, CEDEAO affaire des 46 soldats ivoiriens, le Mali sommet de les libérer en janvier sous peine de sanctions. C'est ce qui ressort du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région CEDEAO qui a eu lieu le 4 décembre dernier. La nouvelle sera portée au niveau du Mali par le médiateur choisi par la sous-région. On y revient dans cette édition d'information. Et puis toujours en une de ce journal, on parle à présent de Cameroun, mais d'économie. Le projet de loi de finances de l'exercice 2023 adopté résoudra-t-il la crise inflationniste en cours? La question se la pose dans ce journal. Le projet de loi de finances de l'exercice 2023 qui a été adopté le 5 décembre 2022. Chaque ministre a eu le temps de faire son passage devant la commission des finances et du budget. L'honorable Motimbo Rosette, épouse Ayayi. On refait le tour de ces budgets dans ce journal, mais surtout on reçoit le docteur Biada. Il est économiste et avec lui, on répond à cette interrogation. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur For You Télévision. Vous nous regardez sur nos différentes plateformes For You Media Africa, YouTube et Facebook. Nous écoutez sur la 96.3 FM For You Radio. On démarre avec l'actualité dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Je vous l'annonçais en titre, les dirigeants des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis le dimanche 4 décembre dernier. Là-bas, il était question de l'affaire des 46 soldats ivoiriens arrêtés du côté de Bamako, mais également il a été question des transitions au Burkina Faso, au Mali et bien sûr celle de la Guinée-Conakry. Dans cet élément à venir, on revient sur ce qu'il faut retenir de ce sommet avec vous, Bala. Réunis en sommet à Abuja, les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest ont une fois de plus évoqué le cas des militaires ivoiriens détenus à Bamako, au Mali. Plus qu'un débat, ces derniers ont exigé du gouvernement de la transition malienne la libération de ces 46 soldats avant janvier 2023, peine de sanction. Nous continuerons à dialoguer avec les autorités maliennes pour la libération immédiate des 46 soldats détenus au Mali. Dans le cas où les soldats ne seraient pas libérés rapidement, les dirigeants se réservent le droit de prendre certaines mesures. Dans la même lancée, le président togolais Faure Gnassingbé se rendra au Mali pour exiger la libération des soldats, a ajouté le diplomate ouest-africain. Outre cette mesure, la CEDEAO a également mentionné d'autres sujets bien plus importants, notamment l'adoption d'un projet de création d'une force antiterroriste et anti-coup d'État et une aide à la transition au Burkina, à la vigilance au Mali et au dialogue inclusif en Guinée. Et notons que des responsables militaires de la région se réuniront donc dans la deuxième moitié de janvier, ceci pour discuter des modalités d'établissement de forces régionales. Les dirigeants ouest-africains ont décidé pour le financement de ne pas s'en remettre uniquement aux contributions volontaires qui ont déjà montré leurs limites. Ils se sont donc aussi penchés sur la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. La CEDEAO fait pression depuis des mois pour un retour aussi rapide que possible des civils à la tête de ces pays. Et on fait escale à présent au Burkina Faso où la Radio France Internationale a été suspendue sur l'étendue du territoire du Faso. Ceci à la suite d'un reportage diffusé par la chaîne relayant un message d'intimidation des populations attribué à un chef terroriste dont l'objet porte sur la dissuasion des Burkinabés dans la défense de leur pays. Après quoi, une nouvelle parlant également d'un coup d'État déjoué sur le territoire burkinabé a été relayée par la chaîne Radio France Internationale. Des nouvelles qui n'ont pas plu au pouvoir de Ouagadougou qui ont décidé de suspendre la chaîne. Dans cet élément à venir, on revient sur cette décision et bien sûr les causes qui ont poussé à celle-ci avec vous, Noira.
Dans un reportage diffusé ce samedi 3 décembre 2022, Radio France Internationale, la RFI, se fait le relais d'un message d'intimidation des populations attribué. En décidant de la suspension de RFI par voie de communiqué le 3 décembre 2022, le gouvernement burkinabé démontre à travers cette décision un acte de souveraineté à l'endroit des puissances impérialistes et leurs médias véhicules. Tout à fait. Cela peut être considéré, cela doit même être considéré, n'est-ce pas, comme une action forte de souveraineté. Vous savez, qui contrôle l'information contrôle l'État, dit-on. Encore faille-t-il que nous ayons la bonne information. Mais malheureusement, RFI fait partie des médias qui sont au service, n'est-ce pas, de l'impérialisme international. N'est-ce pas? Et partant, il ne faut pas oublier, il reçoit des subventions de l'État français, lequel lui dicte, n'est-ce pas, sa ligne éditoriale. On a connu l'avènement de pantins de chefs d'État acquis à la cause de l'impérialisme, de chefs d'État valets locaux de l'impérialisme et de la France. C'est pourquoi, à l'avènement du président Ibrahim Traoré, la population a vu en lui les signaux d'un deuxième Sankara, mais aussi de pouvoir poser des refondations pour un Burkina nouveau, un Burkina beaucoup plus indépendant, un Burkina qui aspire à la souveraineté à l'image du Mali. Donc, cette question de souveraineté vis-à-vis de la France, c'est le sens même de notre combat et nous sommes toujours déterminés à avoir des dirigeants, à travailler pour avoir des dirigeants qui puissent nous assurer ou nous conduire à cette souveraineté-là. Et selon la correspondance signée du porte-parole du gouvernement, il a reproché à Radio France Internationale la diffusion d'un reportage sur son antenne relayant un message d'intimidation des populations burkinabées dans la défense de leur pays afin de les dissuader, auquel s'ajoute la propension d'une information mensongère sur une tentative de coup d'État dont aura été victime le président de la transition. Par ailleurs, le 3 novembre 2022, le gouvernement burkinabé avait déjà exprimé son indignation face à l'attitude audacieuse des journalistes de ce média de France Monde, dont l'objectif visait à jeter du discrédit sur la lutte engagée par le peuple burkinabé. Une position qui frise avec la manifestation d'une conspiration contre les États africains. C'est encore pire que de la légèreté. C'est tout simplement la manifestation d'une conspiration permanente contre la sécurité et la souveraineté des États africains à laquelle nous sommes en train de faire face en ce moment à travers cette désinformation diffusée par RFI qui a quand même pris pour témoin le président de la transition. RFI est un média international, certes, mais un média international qui arrose exclusivement l'Afrique francophone et qui en profite pour procéder, pour désinformer nos opinions et semer même la panique en cas de besoin auprès de ses opinions. Il est important de souligner que RFI n'est pas son premier acte. Le média l'avait fait à l'endroit du Mali. Et Bamako, sans délai, avait décidé de la suspension des médias France Monde, dont RFI et France 24 sur son territoire. Avec une nouvelle équipe dirigeante conduite par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est engagé dans une voie de liberté et d'indépendance totale de son peuple. Un combat que les Burkinabés entendent mener par le biais du respect de leur souveraineté. En République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hausse le ton contre Paul Kagame. C'était lors d'une rencontre avec les jeunes Congolais. Celui-ci a mentionné Paul Kagame comme étant un instigateur de guerre dans le conflit qui oppose les deux pays. Je vous propose de revenir sur ces déclarations dans cet élément signé Emamoto. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi, non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Tels sont les propos du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, lors d'une rencontre avec une délégation de jeunes Congolais au sujet du conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Après plusieurs tentatives de processus de paix entreprises par les organisations sous-régionales, les tensions ne faiblissent pas entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Félix-Antoine Tshisekedi accuse son homologue Paul Kagame d'initiateur de guerre. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On a dû encore prolonger. Mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais. J'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Ont exacerbé les tensions avec le Rwanda voisin que la République démocratique du Congo accuse d'encourager la milice Kigali dément toute implication. Et on reste en République démocratique du Congo où cette fois des chrétiens catholiques de plusieurs diocèses de la nation ont marché le 4 décembre dernier à l'appel de la conférence épiscopale nationale du Congo. Ils ont manifesté dans les artères de la ville. C'était pour dénoncer la guerre dans l'est de la RDC menée par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Ils marchaient également pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagés au front. D'autres personnes de bonne volonté se sont jointes à ces manifestants. Guéné a suivi pour nous cette actualité. Je vous propose son reportage. Ils ont répondu favorablement et en masse à l'appel lancé par l'épiscopat congolais. Une marée humaine qui a tenu à dénoncer la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo menée par la rébellion du M23 et soutenue selon Kinshasa par le Rwanda. Dans un Sud Kivu embrasé au rythme d'une volonté divine, les manifestants partis de la cathédrale Notre-Dame de la Paix pour le monument des martyrs ont montré leur détermination à faire face à l'agression étrangère au Nord Kivu. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée aux seuls gouvernants. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus forts face à l'ennemi. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être unis pour la défense de notre pays. L'unité et l'intégrité territoriale de notre pays soient sauvegardées. Nous disons merci à l'archevêque de Bukavu et toute la population pour la mobilisation de ces jours pour interpeller la communauté internationale d'éviter la complicité. Dans la ville de Kinshasa également, ils sont sortis nombreux dans les rues de la ville. Hommes, femmes, enfants et vieux ont tous répondu à l'appel de la Senko pour dénoncer la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, dire non à la balkanisation du pays, dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale face à la crise sécuritaire et soutenir les fardes engagés au front. En tenant des chants et des prières, ils sont partis de toutes les paroisses de la capitale, marchant à travers les artères de la ville avant de chuter dans différents endroits retenus par les organisateurs des dites manifestations. Et à présent en Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, mythique parti au pouvoir en Afrique du Sud, est de nouveau secoué par un scandale de corruption au sommet de l'État, l'affaire Fala Fala. Entre menaces de destitution du président Cyril Ramaphosa et préparation aux prochaines élections présidentielles, l'ANC joue la carte, cette fois-ci, de l'apaisement, mais surtout de son avenir politique. On revient sur cette actualité dans cet élément signé Kouetio. Période difficile pour l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, qui doit décider de la destitution au nom de l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa, empêtré dans un scandale de corruption. Le scandale Fala Fala, du nom de l'une des propriétés du président sud-africain, qui avait été cambriolée et où d'importantes sommes d'argent ont été retrouvées. Accusé de corruption, comme son prédécesseur, Jacob Zuma, lui aussi membre de l'ANC, Cyril Ramaphosa n'a plus son destin entre les mains. Ce scandale survient à un moment critique pour l'ANC, puisque du 16 au 20 décembre prochain, le parti au pouvoir doit désigner son prochain leader aux élections présidentielles. Les cadres de l'ANC se sont brièvement réunis le vendredi 2 décembre dernier pour discuter de l'affaire Fala Fala et du sort de Cyril Ramaphosa, mais l'atelier a été reporté au lundi 5 décembre. Une tentative, selon les analystes politiques sud-africains, à gagner du temps
de la part du chef de l'État et de son parti politique, afin de mieux étudier les portes de sortie suite à cette scabreuse affaire et s'assurer la victoire aux prochaines élections présidentielles. Des élections internes sont prévues au sein de l'ANC et donnent favori Cyril Ramaphosa, qui avait été donné démissionnaire et a pourtant annoncé par son porte-parole qu'il avait l'intention de contester un rapport jugé défectueux. À présent, parlons de toute autre chose dans cette édition d'information, notamment du projet de loi de finances de l'exercice 2023 qui a été adopté le 5 décembre 2022 au Cameroun. Chaque ministre avait déjà, le 1er décembre dernier, fait son passage devant la commission des finances et du budget de l'honorable Mutimbo Rosette, épouse Ayayi, 441 millions de francs CFA pour le ministère de l'administration territoriale, 12 milliards 808 millions de francs CFA pour le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, 118 milliards 200 millions de francs CFA pour le ministère de l'habitat et du développement urbain, 4 milliards 201 millions de francs CFA pour le ministère de la promotion de la femme et de la famille. 4 milliards 813 millions de francs CFA en ce qui concerne le ministère de la communication, 23 milliards 644 millions de francs CFA pour le ministère des sports et de l'éducation, 92 milliards 127 millions de francs CFA pour le ministère des transports. À l'aune de ce budget, on peut constater une possible augmentation des prix des produits pétroliers, un non-avancement dans la mise sur pied définitive de la politique de production, de transformation, mais également de transport des différents produits ressortissants du Cameroun, ce qui de facto implique à nouveau une dépendance extérieure. Docteur Jean-Marie Mbiada, vous êtes économiste et vous êtes l'invité de ce grand journal. Le bilan du budget 2022 présenté par le Premier ministre Joseph Djongouté est-il convaincant de prime abord de votre posture d'économiste? Un bref regard. Reviendrons sur cet élément avec notre invité. Le temps pour nous de l'avoir dans ce journal. Nous sommes en Iran à présent où depuis 1983, le port du voile est obligatoire pour les femmes en Iran, 4 ans après la révolution islamique de 1979. La police des mœurs, connue sous le nom de patrouille d'orientation, a été créée sous le président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad pour répandre la culture de la décence et du djihad. Eh bien, depuis le mois de septembre, de nombreuses manifestations contre le port obligatoire du masque, mais surtout contre la police des mœurs, a fait plus de 300 morts dans les rues de Téhéran. Face à cette situation, le gouvernement a demandé au Parlement et à la justice de revoir cette convention de 1983. On revient sur cette actualité dans cet élément signé Koumabiti. Depuis la mort, le 16 septembre dernier de Mahsa Amini, jeune Iranien âgé de 22 ans arrêté par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire du pays, l'Iran est confronté à des manifestations quotidiennes. Plus de 300 morts dans les rues de Téhéran. Un épisode plutôt tragique qui a poussé les autorités iraniennes à demander à la justice et au Parlement de revoir la loi de 1983 sur le port du voile obligatoire. Un signal fort pour la communauté iranienne. Depuis plus de 3 mois, la police des mœurs est régulièrement ciblée par les manifestants, accusés notamment d'arrestations violentes des jeunes femmes dans le pays. Il est clair que les autorités, après cette annonce, cherchent à favoriser un retour au calme. 3 jours de protestation et de grève ont été prévus dès ce lundi et certains appellent à prendre les armes et à viser des organes du pouvoir central iranien. À l'heure actuelle, rien ne permet de dire que cette mesure pourra changer le quotidien des femmes, car
D'après d'autres informations, 7 femmes sur 10 marchent désormais dans la ville de Téhéran sans porter le voile. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir regardés sur notre télévision For You Africa ainsi que sur nos différentes plateformes For You Media Africa, Facebook et YouTube. Vous nous avez écoutés sur la 96.3 FM For You Radio. L'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir, Batouri.